nous démarrons donc ce webinaire sur le thème de la sensibilisation et le fait de vous partager notre retour d'expérience sur comment donner les clés à des collaborateurs pour se transformer en cyber-héros. Donc on va démarrer immédiatement avec le sommaire, si tu veux bien passer. Oui. Alors, juste, je vous laisse répondre dans le chat. Est-ce que tout le monde nous entend, s'il vous plaît? Je sais pas s'il y a une ou deux personnes qui peuvent répondre, s'il vous plaît. C'est tout bon? Bon. Ok. Allez, c'est parti. Tu mets le sommaire, s'il te plaît. C'est fait. Ah, je le vois pas. J'ai toujours la page de garde. Les aléas du direct. Ça y est, oui, les aléas du direct, excusez-nous. Désolé. Donc oui, je vais démarrer par une petite introduction pour vous présenter le groupe Codagis en quelques mots, et puis un petit peu notre périmètre d'intervention. Et ensuite, Franz enchaînera en vous présentant les différents types d'attaques, les moyens de se protéger, les clés de la sensibilisation et les déclinaisons pour avoir un bon programme de sensibilisation. Et on terminera par une session de questions-réponses. Donc, allons-y. Donc, en quelques mots, le groupe Codagis, alors, globalement, le groupe Codagis s'est constitué de plusieurs entreprises qui ont été créées dans les années 2000. Donc, c'est un groupe qui est issu du rapprochement et de la fusion de plusieurs entités, une fusion qui s'est opérée dans les années 2010 et qui ensuite a amené à la création du groupe Codagis dans la fin des années 2010, en 2019 pour être précis. Donc ces entreprises sont Codagis Intégration, donc que vous avez en haut à droite. Le groupe a pour métier historique les sujets autour de l'ESM, l'Enterprise Service Management, donc autour duquel vous allez trouver tous les process autour de la gestion d'incidents, la gestion de changement, la gestion de problèmes, la gestion de parc, etc. Et également des référentiels comme ITIL ou la norme ISO 20000. Et donc, ça s'est décliné au travers des entités avec une entité intégration qui déploie les solutions autour de l'ITSM et également une autre entité, Codagis Managed Services, qui, elle, va plus être historiquement sur le service desk et le helpdesk, et ensuite une troisième entité, Codagis Consulting, qui va être sur la partie ESN, donc plus la mise à disposition d'expertise autour des sujets des télécoms et des réseaux. Donc, à la suite de la création en 2019 du groupe Codagis, il a été décidé de développer de fortes synergies et une croissance organique. Et il a ensuite été créé en 2021 l'entité Codagis Digital Security qui arrive chez Codagis comme un pilier de la transformation pour développer des services nouveaux et notamment, comme on peut le voir, tout ce qui est EDR et la partie SOC. Donc là, je vais rentrer rapidement un peu plus en détail dans les prestations proposées au niveau Codagis Digital Security. Donc, nous avons la partie audit et test d'intrusion, la partie conseil et accompagnement et la partie SOC. Si on rentre un tout petit peu dans le détail, je ne vais pas tout analyser, mais sur la partie audit, on va avoir beaucoup de sujets autour de l'audit technique
Typiquement, si on revient un petit peu sur le thème de la sensibilisation, on va avoir assez régulièrement des campagnes de phishing sur lesquelles on va faire des tentatives de spear phishing, donc d'envoi de mails pour tenter de faire que les collaborateurs cliquent sur des liens sans trop se soucier de ce qu'il y a dedans. Et ensuite faire des statistiques pour après pouvoir faire de la sensibilisation et éduquer un peu plus les collaborateurs à ne pas se faire avoir par ce type de procédés. Ensuite, sur la partie conseil et accompagnement, typiquement, on va être beaucoup autour de la norme, de la réglementation, et notamment de la sensibilisation. Et typiquement, on est référencé aujourd'hui dans le programme France Relance et on intervient pour faire des audits organisationnels et techniques et des campagnes de sensibilisation pour amener la maturité au sein des collectivités et du monde de la santé. Et enfin, on a un troisième pilier qui est le SOC, sur lequel, sur cette année, on a développé de nouvelles offres autour de l'EDR, de l'XDR et de la surveillance, de la détection et de la remédiation de manière générale. Et donc, vous aurez l'occasion plus tard dans ce trimestre de pouvoir nous rejoindre dans un nouveau webinaire dans lequel on vous précisera en détail tout ce nouveau pan d'activité. Voilà, donc je vais passer la main à Franz qui va maintenant s'attacher à vous donner les clés pour devenir un cyber-héros. Bon, merci beaucoup. Merci Clément. Donc, comme promis, on va continuer et suivre l'agenda. On va attaquer par un petit peu de contexte et parler de chiffres officiels. Donc là, vous avez une représentation d'un graphique qui est issu d'un sondage qui est fait par le Césine sur un certain nombre d'entreprises. Ces chiffres sont cohérents avec ceux qui sont remontés par les autorités officielles. C'est une répartition en fait donc des différents vecteurs d'attaque, c'est-à-dire des différents moyens qui sont utilisés par les attaquants pour procéder à un incident de sécurité. Et si vous regardez bien ce graphique, vous avez sur la gauche les vecteurs, sur la droite les vecteurs qui ont impacté potentiellement les entreprises. Et si on regarde bien, on s'aperçoit que le phishing ou le spear phishing, qui est le phishing ciblé sur une ou plusieurs personnes en particulier, c'est pour une personne lambda comme un supérieur pour forcer la cible à faire ce qu'on souhaite, ou une autre forme d'ingénierie sociale, donc l'ingénierie sociale, utiliser les faiblesses humaines de la cible pour atteindre son objectif. Ça représente quand même des attaques qui sont sans doute assez récurrentes, le phishing étant dans le top 1. Ça sous-entend donc que, par définition, quand on souhaite se protéger aujourd'hui contre des incidents de sécurité, il faut se prémunir contre les menaces les plus fréquentes qui peuvent nous impacter le plus souvent. Et là, vous voyez, c'est des menaces qui ciblent directement, finalement, les faiblesses humaines, donc le collaborateur. Ce qui veut donc dire qu'il y a de fortes chances que la sensibilisation soit un peu stratégique comme composant de la stratégie de défense. Alors, aujourd'hui, pourquoi finalement on a des attaques qui ciblent de plus en plus les utilisateurs en somme toute, c'est, on pourrait dire, assez évident. La première chose, c'est que aujourd'hui, malheureusement, par le manque de sensibilisation qu'on a, on a des activités métiers qui sont, par essence, pas forcément liées directement à la cybersécurité. Ce qui veut donc dire qu'un collaborateur arrive dans un service informatique ou dans une organisation, un utilisateur lambda, on va prendre, va avoir sa charte informatique, mais pas de sensibilisation sur la cybersécurité, pas directement en tout cas. Vous lui parlez de PSSI, donc de politique de sécurité des systèmes d'information, la plupart du temps, il ne saura pas vous dire où elle est et ce qu'elle contient. À la rigueur, il y aura quelques acquis qui seront faits au démarrage ou via quelques sessions potentielles, mais qui seront assez vite oubliés puisqu'il n'y a pas de démarche structurée et récurrente. Et en général, la sécurité, c'est pas forcément la priorité pour quelqu'un qui fait son métier, on va dire, en bonne et due forme. Donc ça, c'est sûrement le premier point qui pousse les attaquants à cibler spécifiquement les utilisateurs.
Il y a le fait aussi que du coup, vu que la sécurité n'est pas au centre de certains enjeux métiers compris par les utilisateurs, on prend des mauvaises habitudes. Donc, on va par exemple se connecter sur son mail perso depuis le boulot. On va uploader certains documents depuis son poste de travail. Donc là, concrètement, on peut avoir un certain nombre de problématiques qui sont associées. Donc ça, c'est côté cible. Ce qui n'est pas présent dans cette slide, c'est aussi le fait que pour un attaquant, passer par la grande porte qui est fortement protégée, c'est plus compliqué. Attaquer un utilisateur, c'est plus simple. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on a des attaques qui sont de plus en plus sophistiquées et surtout qui sont difficiles à identifier pour les utilisateurs quand on parle de phishing. Avant, vous aviez un petit mail on vous disait vous avez gagné à la loterie, ça va tomber automatiquement dans les courriers indésirables. Écrit en anglais avec des fautes, clairement, on sait qu'il y a un problème. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Et quand on parle de spear phishing, on pourra d'ailleurs en parler au cours de cette présentation. On va parfois recevoir un mail en bonne et due forme avec le logo de l'entreprise, de l'organisation, sur un sujet qui est justement un sujet d'actualité. Et du coup, on va essayer de tromper la vigilance de la cible. Alors, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est censé aujourd'hui mettre en place pour se protéger contre les attaques informatiques de manière générale? Et du coup, quels vont être les bénéfices associés à ces moyens de défense? Alors, pourquoi est-ce qu'on va faire ce panorama? On va faire ce panorama puisque vous le verrez ensuite dans chacune de ces composantes, il y a un enjeu la sensibilisation fait partie intégrante en fait de certains de ces piliers. Première chose, savoir ce qu'on protège et contre quoi. Donc, concrètement, on fait une analyse de risque. Dans une analyse de risque, on apprend à maîtriser son contexte, on fait des inventaires, on étudie les événements qui sont potentiellement redoutés, et du coup, par rapport à ça, on va établir, en fonction des menaces potentielles, un scénario, on va identifier certains risques et potentiellement, derrière, les impacts qu'il va y avoir associés à ces risques et établir ce qu'on appelle un plan de traitement du risque. Donc, pourquoi est-ce que c'est important pour se protéger? Parce que vous le verrez, la plupart du temps, lorsqu'il y a des attaques informatiques, on a beaucoup de mal à identifier d'où vient l'attaque, comment elle se propage, puisqu'on ne maîtrise pas assez bien son périmètre. Donc, dans ce genre d'incident de sécurité, dans le cadre de la gestion de crise, on va essayer de limiter l'inattendu en maîtrisant son périmètre. La deuxième chose, c'est de maintenir une base de connaissances. Donc, normalement, dans le cadre de l'analyse du risque, on sait de quel périmètre métier on protège. Lorsqu'on fait du maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure, on a forcément des inventaires à jour. On peut parler de CMDB. On va faire un maintien en condition opérationnelle, un maintien en condition de sécurité. Et donc, nécessairement, on va essayer, à travers cette connaissance et cette maîtrise de l'architecture, de limiter les attaques qui vont toucher concrètement les failles, soit dans l'architecture, dans la configuration de l'architecture, soit les failles logicielles associées aux vulnérabilités qui pourraient potentiellement émerger par manque de patch de certains équipements. La troisième chose, c'est on va intégrer des solutions de protection ciblées. Ces fameuses solutions qui peuvent et qui doivent être intégrées dans la maîtrise opérationnelle du parc. Ça veut donc dire que si on intègre des solutions de sécurité, d'une part, forcément, elles doivent être en phase avec les enjeux métiers et ne pas les impacter dans leur fonctionnement. Mais c'est surtout il doit y avoir une démarche de security by design dans le cadre de cette intégration. Et très souvent, ce qu'on remarque, c'est que en termes de valeur ajoutée, si on a à ce stade-là intégré de la sécurité, nécessairement derrière, dans l'évolution de l'architecture, on limitera le nombre de points d'entrée potentiels dans l'architecture et donc une exposition plus importante des usages qui sont derrière ces périmètres de protection. Au niveau des mesures organisationnelles, il est nécessaire impérativement de mettre en place un certain nombre de processus qui sont liés à la sécurité. On peut parler des gestions des habilitations. C'est valable pour l'accès à des données, c'est valable aussi pour l'accès à un bâtiment. On pourra en reparler d'ailleurs au cours de cette présentation. C'est important d'avoir un processus de gestion de crise. On se dit souvent, l'incident de sécurité, ça n'arrive jamais qu'à moi. Alors, quand il y en a un qui se produit, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que ça touche, on ne sait pas comment réagir. Donc, tous ces processus, ils sont nécessaires et indispensables pour pouvoir se structurer et réagir efficacement en cas d'incident de sécurité. Et donc, nécessairement, le fait de mettre en place ces processus, ça va vous permettre de créer une structure un petit peu industrielle. Vous avez une architecture pensée by design, vous la maintenez, et vous avez à côté du coup des processus pour réagir potentiellement à une rupture de ces architectures
ou un incident de sécurité. Donc, vous avez un entraînement qui vous permet ensuite derrière de structurer un petit peu votre défense en termes de proactivité. Alors, une fois qu'on a tout ça qui est en place, c'est important de faire des contrôles et des audits réguliers, puisque vous le verrez, au fur et à mesure qu'une architecture grandit, évolue, on va rajouter des périmètres, des filiales qui ont des stratégies de défense qui ne sont pas les mêmes, qui ont des enjeux métiers qui ne sont pas les mêmes. Donc, c'est important régulièrement de remettre en place et en cause un petit peu le modèle. Il faut faire, au-delà de peut-être ces revues d'architecture et de processus qui ont évolué dans le temps, faire une simulation d'attaque. Concrètement, par exemple, un test d'intrusion. Un test d'intrusion, on peut pousser le modèle jusqu'à de la red team, c'est-à-dire se mettre en condition d'un réel groupe d'attaquants qui a un objectif ciblé et de voir comment les systèmes de défense et l'organisation de défense, notamment à travers le SOC, se comportent. Voire, on en parlera un petit peu après, faire régulièrement des exercices de phishing et de sensibilisation. Pourquoi c'est important? D'une part, effectivement, c'est d'avoir toujours un œil sur le niveau de sécurité qui est en place, de ne pas s'en satisfaire. La sécurité, vous le savez, au-delà de gérer des patchs toute la journée, c'est surtout aussi des groupes d'attaquants et des attaques de plus en plus sophistiquées qui évoluent dans le temps. Il faut savoir du coup challenger le modèle régulièrement dans une approche en fait par amélioration continue. Et surtout, une fois qu'on a fait tout ça, il faut créer du coup la mise en place d'un SOC, donc un Security Operations Center, donc un centre opérationnel de sécurité, qui aura pour objectif du coup de détecter de potentielles déviances en termes d'événements de sécurité, de réagir à ces incidents de sécurité et faire de la veille. Alors veille ou threat intelligence. Alors pourquoi? Il faut être capable de réagir proactivement en s'appuyant sur les processus qu'on a évoqués tout à l'heure. Et il faut aussi pouvoir prévoir en fait les incidents de sécurité. C'est-à-dire que concrètement, je vais avoir une faille dans mon architecture, mon SOC va être au courant et saura que potentiellement j'ai un vecteur d'attaque potentiel qui est une exploitation de la vulnérabilité tant qu'elle n'est pas ciblée. Ou alors, je fais de la veille, j'apprends que je suis une société associée au domaine de l'industrie. Certains nombre d'autres secteurs de l'industrie agroalimentaire ont subi des attaques dernièrement. Je suis potentiellement tout aussi exposé. Donc, on va essayer de prévenir de potentielles attaques, quoi. Alors finalement, voilà, c'était une vision un petit peu générale. On va essayer de comprendre en quoi la sensibilisation, dans chacun de ces 6 piliers, elle intervient finalement et en quoi chaque utilisateur va être concerné. Et vous verrez que du coup, on va se rapprocher un petit peu du fameux concept de défense en profondeur. Quand on fait une analyse de risque, donc quand on sait ce qu'on protège et contre quoi, concrètement, les personnes qui vont être sensibilisées dans le cadre de cet exercice, c'est toutes les chaînes décisionnelles, donc le management. Et concrètement, quand on a un incident de sécurité, ou quand on a des attaques qui ciblent spécifiquement via du phishing des dirigeants, avec des mails un petit peu sophistiqués, qui sont conscients du risque, ils seront beaucoup plus et plus facilement sensibilisés et au fait des différentes prestations ou organisations d'événements de sécurité ou de renforcement de l'architecture qu'il va falloir mettre en place. Deuxième chose, quand on maintient et qu'on gère le maintien en condition opérationnelle de nos infrastructures, nos exploitants qui font le patch management, qui gèrent les incidents de production, sont au fait qu'ils ont un rôle à jouer dans le cadre d'un événement de supervision qui pourrait peut-être être anormal et qui pourrait être lié à un incident de sécurité, pas forcément détecté par le SOC par exemple. Donc un autre niveau de sensibilisation pour des acteurs qui sont différents. Dans le cadre de l'intégration des solutions, des périmètres à protéger, les architectes, on parlait de security by design tout à l'heure, ils sont, en étant conscients des menaces potentielles, quand ils intégreront les différents équipements, dans le choix de l'implémentation des configurations, des politiques de défense en fait dans les équipements, ils seront en capacité du coup de faire un lien entre l'ensemble des menaces qui sont redoutées et la stratégie de défense et donc l'implémentation de la configuration. Ça peut être à la fois la défense elle-même, comme la remontée de signaux vers le SOC. Dans la mise en place des mesures organisationnelles, c'est chacun a son rôle à jouer. On en parle beaucoup dans les sensibilisations, mais en général, une attaque informatique qui est faite en ciblant des utilisateurs, elles peuvent cibler à peu près tout le monde. On peut cibler des dirigeants, elles peuvent cibler des architectes. Mais plus encore, chaque utilisateur ciblé
aura une attaque qui lui sera un petit peu spécifique, ou aura peut-être une vision sur un événement de sécurité qui est spécifique à son métier, qui n'est pas forcément nécessairement remontée tout de suite. Et la coordination et la sensibilisation de l'ensemble de ces acteurs vis-à-vis des procédures d'escalade, vis-à-vis du SOC, vis-à-vis de la DSI, ce genre de choses, ça permet de gagner du temps lorsqu'il y a une attaque et de ne pas attendre simplement que le SOC détecte l'attaque en aval. Le fait de faire des contrôles et des audits réguliers, au-delà de toutes les sensibilisations qui sont déjà faites un petit peu nativement, ça va pousser en fait les différentes ressources qui sont concernées par les audits, par le phishing, par les exercices de Red Team. Ça renforce leur rôle et leur implication vis-à-vis en fait de cette stratégie de défense. C'est des petites piqûres de rappel, aussi bien vis-à-vis des dirigeants, puisqu'il y a des synthèses dans le cadre des audits qui sont en général fournies à la direction pour enclencher d'autres prestations, d'autres investissements. Ça peut être également, quand on fait de la Red Team, resensibiliser les analystes SOC un peu endormis. Et la mise en place d'une structure de SOC, ce qui est important, c'est que quand on met en place un SOC, une fois qu'on a mis en place l'ensemble de l'organisation, qu'on a mis en place des scénarios de détection, le fait de pouvoir régulièrement être sensibilisé par rapport aux menaces auxquelles on est potentiellement confronté, la stratégie de détection qui est implémentée par le SOC va changer, le fait de comprendre en quoi mes métiers ont des enjeux liés à la sécurité, par exemple pour des impacts de production, ça permettra aux analystes d'anticiper les comportements des attaquants, les modalités d'attaque et de réagir de manière plus efficace. Donc vous l'avez vu, en fait, finalement, tout le monde est un peu un cyber-héros dans une organisation. Peu importe son poste, que ce soit un poste associé au SI ou simplement une personne qui est un utilisateur lambda et qui fait son métier, la comptabilité, les RH, les achats, les activités de production standard, tout le monde en fait a un rôle à jouer pour garantir une structuration d'une stratégie de défense qui est basée sur une bonne sensibilisation du personnel. Mais alors, le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer une telle sensibilisation? Parce que, finalement, on touche énormément d'acteurs. C'est pas forcément évident à décliner et à organiser. Alors, je vais vous présenter en fait step by step des petites étapes. On n'ira pas trop dans le détail non plus. N'hésitez pas à poser des questions. Mais première chose à faire, c'est un petit peu comme au début d'une analyse de risque. Il faut identifier nos fameux cyber-héros. Donc on va en fait, de la même manière qu'avec des assets métiers dans une analyse de risque, on va identifier les utilisateurs qui sont les plus à risque. Concrètement, si on a une politique de sécurité qui a peut-être mal été implémentée, un PDG qui a un accès en mode admin sur absolument tous les documents de production, financiers, ainsi de suite, c'est un problème. Il est principal visé, en l'occurrence, puisqu'il y a un certain niveau de connaissance et potentiellement de lien avec des données ou avec l'organisation. Ça peut être l'admin SI, ça peut être l'utilisateur lambda de la comptabilité, puisqu'il n'est pas très loin des sujets financiers d'un groupe, par exemple. Donc, on va identifier en fait l'ensemble de ces utilisateurs en fonction des périmètres qui peuvent être impactés après le phishing. Puisque, comme vous le savez, un attaquant rentre par une porte et ensuite rebondit pour aller réaliser l'exaction finale, quoi. Ce qui est important aussi, et ce qu'il faut comprendre, et ça vous verrez que c'est fondamental dans la sensibilisation, c'est 4 petites choses. La première, c'est on essaie de comprendre qui on va sensibiliser. Donc effectivement, il y a les postes hiérarchiques de chacun, leur relation étroite avec les réalités opérationnelles des métiers, mais le plus important, c'est les personnalités. Dans le cadre, la sensibilisation, c'est un exercice qui se veut avant tout, certes, basé sur une approche liée à la sécurité, mais c'est aussi une action qui est humaine. Si on fait quelque chose de trop générique, qu'on ne cible pas les personnalités des personnes, la sensibilisation tombe à l'eau. Ça, c'est les deux premières choses, hein, les personnalités et le lien avec les réalités opérationnelles. Ce qui est important aussi, c'est en quoi un impact sur le métier du sensibilisé a un lien avec la SSI pour orienter le discours de la sensibilisation. Et surtout, c'est bien d'identifier l'adhérence à la SSI. Concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, les personnes que je vais sensibiliser savent que c'est que la cyber? Est-ce qu'ils sont de près ou de loin associés à certains processus qui sont déjà en place? Toutes ces informations vont permettre en fait de structurer un petit peu ensuite derrière les actions de sensibilisation qu'on va faire, peu importe leur format, pour aller vers l'objectif gagnant.
Donc, du coup, en termes d'enjeux, par rapport à ces 4 premiers piliers, ce qui va être important dans la sensibilisation, c'est d'être proche des réalités terrain, de créer une certaine adhésion, du coup, forcément, parce qu'on aura fait un discours orienté sur la sécurité qui est proche des réalités de chacun, créer un sentiment et une volonté d'adhésion au discours qu'on va réaliser auprès de ces sensibilisés. Et ensuite, le sujet qui est tout aussi important, c'est une fois qu'on a fait une ou plusieurs actions de sensibilisation, à nouveau, ce ne sont pas forcément que des sessions, ça peut être un fond d'écran qui s'affiche, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Il faut arriver à maintenir cette sensibilisation dans le temps. Je prendrai l'exemple de les premiers secours. On vous apprend comment gérer une personne qui est en arrêt cardio-respiratoire. Vous essayez une fois, vous apprenez, c'est très bien. Une petite piqûre de rappel de temps en temps, c'est très bien, puisque c'est des événements de sécurité qui, même s'ils sont portés à se reproduire assez régulièrement, concrètement des attaques sur du phishing, les utilisateurs aujourd'hui ne sont pas tous concernés à des niveaux importants on va dire de rencontres ou d'occurrences de ces événements de sécurité. Et donc, c'est important de régulièrement les sensibiliser sur les nouvelles menaces, sur aujourd'hui, notre activité métier évolue. Vous pouvez avoir un appel téléphonique, ça commence à se faire de plus en plus. Sur notre organisation, c'est des personnes qui se font passer, vous voyez, on parlait d'arnaque au président, pour un prestataire qui lui demande des informations. Attention, au vu de nos évolutions en cours, il y a certaines migrations ou fusions qui vont avoir lieu, qui doivent rester confidentielles. Donc, bien s'adapter au contexte qu'on doit protéger. Et ça doit se maintenir dans le temps. Cette capacité à maintenir la sensibilisation dans le temps, elle est aussi cruciale que maintenir ces firewalls, ces équipements de sécurité à jour. C'est à peu près du même niveau. Comme je le disais tout à l'heure, puisqu'on reste sur des surfaces d'exposition pour les attaquants qui sont extrêmement intéressantes. Donc, une fois qu'on a identifié et qui on va essayer de sensibiliser et les différentes adhérences, métiers, et ainsi de suite, il faut identifier un petit peu l'objectif de la sensibilisation. Il y a 3 grandes approches, on va dire, de la manière de sensibiliser. Il y a une communication ponctuelle ou permanente, mais là on parle bien de communication, on ne parle pas de session de sensibilisation ou atelier de sensibilisation. On va réunir un certain nombre de personnes. Donc de la communication, ça peut être des fonds d'écran, des posters, des choses comme ça. Est-ce qu'on est plutôt effectivement dans une session de sensibilisation? Donc on vient de faire par exemple des exercices de phishing, on cible un certain nombre de personnes qu'on souhaite sensibiliser, soit parce qu'il va être des référents sécurité vis-à-vis des autres utilisateurs, soit parce qu'on décide de faire une sensibilisation générale pour l'ensemble des utilisateurs de notre SI, ou est-ce qu'on est vraiment dans une réelle volonté de formation? Et donc là, on est concrètement par exemple sur des admins, sur des architectes, sur des personnes qui doivent impérativement, de par leur activité métier, gérer au quotidien des composantes de sécurité et sur lesquelles il y a un enjeu plus qu'important finalement pour la sécurité du SI. Il faut bien arriver à établir quel est en fait l'objectif en fonction de la population et ça va nous permettre ensuite de créer en fait une démarche de sensibilisation adaptée. Une fois qu'on a l'ensemble de ces éléments et qu'on arrive justement dans le mode opératoire, je vous ai mis quelques exemples, ils ne sont pas exhaustifs, mais en fonction du coup du mode opératoire qu'on va réaliser, il y a plusieurs vecteurs de sensibilisation différents. Quand on est sur de la communication, ce qui se fait beaucoup, et d'ailleurs si vous allez sur un certain nombre de recommandations officielles étatiques, vous pouvez trouver des exemples, c'est l'élaboration de support. L'élaboration de support, c'est ce qu'on va appeler la communication, enfin la sensibilisation passive. Ça va être des posters qu'on va mettre dans des salles de réunion, des affiches. Ça va être un certain nombre de flyers qu'on va pouvoir mettre sur les bureaux, de triptyques pour les rappels d'un certain nombre de bonnes pratiques de la sécurité. Ça peut être les fonds d'écran. Ça va être des choses qui vont permettre de rappeler au quotidien à l'utilisateur un certain nombre de bonnes pratiques liées à la sécurité. Ça peut être des affichages dynamiques, donc des PowerPoint sur des écrans, ça peut être des petites vidéos qui s'affichent un petit peu partout, dans les réfectoires, ce genre de choses. Donc là, on va être plutôt dans de la communication. C'est-à-dire qu'en soi, il y a un enjeu qui est un maintien de la sensibilisation dans le temps, sur lequel on n'a pas forcément une capacité de contrôle ou de retour sur l'efficacité, à part faire un sondage, aller directement vers les utilisateurs, mais qui reste dans le temps.
Lorsqu'on va être sur des exercices, donc là, des sessions de sensibilisation, on va essayer du coup d'amener l'utilisateur, le sensibiliser vers, d'une part, le fait de lui faire passer un message, et d'autre part, d'être capable de reproduire ce message sans pour autant qu'il y ait un enjeu de sécurité immédiat. On va par exemple faire un certain nombre de campagnes de phishing. On va envoyer un faux mail malveillant avec par exemple une pièce jointe malveillante ou un lien malveillant sur lequel l'utilisateur peut cliquer. On peut faire de l'ingénierie sociale, appeler, se faire passer pour une personne et demander les accès ou une information confidentielle. On peut faire du dépôt de matériel piégé. Donc là, on va mettre des clés USB avec des faux fichiers vérolés, par exemple. On peut faire également des choses un petit peu plus ludiques, donc du e-learning avec des questionnaires en ligne, parfois un petit peu ludiques. Donc ça va être par exemple des bandes dessinées qui rappellent un petit peu un contexte lié à la sensibilisation et qui derrière, ou une organisation proche de celle des sensibilisés qui subissent des attaques, et donc dans lequel on se retrouve en tant qu'utilisateur et sensibilisé, peut-être des jeux. Après, on va arriver sur vraiment la formation et l'enseignement. Donc là, on va être sur des workshops en présentiel. Les workshops en présentiel, là, il y a un enjeu on peut le faire en présentiel ou à distance, hein. Il va y avoir un réel enjeu d'appui du discours, d'adaptation des supports aux populations. Donc, on va cibler certaines populations. Ça peut être des personnes, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, qui peuvent être des administrateurs ou des architectes. Ça peut être aussi des personnes qui sont des référents sécurité pour un ensemble d'utilisateurs qui vont prêcher ou répondre entre guillemets à la bonne parole. Ça peut se faire aussi sous forme de e-learning, donc c'est du learning un petit peu plus structuré. Vous avez vraiment un cours qui est assez précis, des QCM. Donc voilà, on a un petit peu tous ces modes opératoires pour la sensibilisation. Tout dépend un petit peu pour chaque scénario que je vous présente, du mode opératoire et finalement de l'objectif de la sensibilisation, quoi. Là, au-delà des modes opératoires, il y a surtout comment on va les gérer dans le temps. C'est important, tout à l'heure, je vous disais que c'est important bien de se baser et de se mettre au niveau des sensibilisés. C'est important aussi de prendre en compte le contexte de l'organisation et au-delà du discours de la sensibilisation. Si on est en pleine période de fin d'année, c'est peut-être pas le moment de faire une sensibilisation en cybersécurité si c'est closing au niveau commercial et de mettre les commerciaux dans une formation sur laquelle ils n'auront pas le temps d'aller, concrètement. Si on est, parce que les acheteurs et les commerciaux, par définition, ont accès à un certain patrimoine informationnel un peu critique de l'entreprise. Si on fait à la suite une sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs au hasard, par exemple 1500 collaborateurs, il n'y a pas le temps de digestion de l'information. Et cette information en soi, la valeur, ce qu'on va en attendre, c'est aussi une certaine réflexion et un certain partage entre les utilisateurs. Ça, c'est ce qui se passe après les sessions de sensibilisation. Et en soi, on aura concentré énormément de sensibilisation à un moment donné, mais on aura le fait de ne pas écarter et cadencer ces sensibilisations. Finalement, on va peut-être louper le coche sur cette propagation de la sensibilisation dans l'organisation. Et c'est important justement, concrètement par exemple, de bien cadencer et entrecroiser finalement le fait de par exemple créer un certain nombre de posters et ainsi de suite, derrière de faire d'attente de 3 semaines et de faire par exemple une campagne de phishing dans la foulée. Ça permet de voir et d'apporter un intérêt par rapport, de rebondir sur la campagne d'affichage après le phishing en annonçant aux utilisateurs, souvenez-vous, on a mis en place des posters, vous aviez la solution sur les posters, ça a un impact sur le sensibilisé. Et surtout, ça permet un petit peu derrière de créer un petit peu d'animation et du coup de réveil des sensibilisés, quoi. Alors, cette sensibilisation, le problème, on en parlait tout à l'heure, surtout quand on est sur de la pure communication, c'est comment est-ce qu'on maîtrise cette sensibilisation dans le temps. Alors, on va avoir des éléments, on pourrait dire quantitatifs ou qualitatifs, qui semblent en somme toute assez évidents. Quand on va faire du phishing, le prestataire qui réalise des prestations des exercices de phishing, il est en capacité de voir l'ensemble des personnes qui ont cliqué sur des liens et qui sont du coup qui sont tombés un petit peu dans le piège. Donc ça vous permet ensuite de faire des statistiques et de vous dire, bon, aujourd'hui, sur une campagne sur 100 utilisateurs, j'en ai 60 qui ont cliqué sur le lien malveillant. C'est quand même pas très bon. Ça permet de voir également, au-delà de ce qu'ils ont éventuellement des clics, quelles informations confidentielles ils ont fournies.
Dans les tests d'intrusion qu'on peut réaliser, en l'occurrence physique, via potentiellement de l'ingénierie sociale, pour pouvoir passer la machine à café et rentrer dans le sas de production, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que l'auditeur qui est rentré, comment est-ce qu'il a fait pour rentrer? À qui il a demandé? Combien de fois il a demandé? Comment il a fait pour passer vers la première zone, la deuxième zone, la troisième zone pour arriver dans le périmètre sensible? Qu'est-ce qui traînait un petit peu par terre qui lui a permis de rentrer ou de sortir? Donc voilà, c'est des retours, si vous voulez, un petit peu à chaud sur les exercices. Dans les formations, dans le e-learning en général, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez suivre un petit peu la progression d'apprentissage des sensibilisés. Vous avez des petits quiz, donc vous pouvez suivre les résultats. Donc ça, c'est des choses en somme toute assez factuelles, bien que forcément pas pertinentes si on est à plusieurs à faire le quiz en même temps. Au niveau des workshops ou des sessions de sensibilisation, là pour le coup, l'exercice est encore plus intéressant, puisque là, on rentre dans une démarche de formation, donc on a des échanges en direct avec les utilisateurs. Et ça nous permet du coup d'avoir, d'une part, une orientation de la session de sensibilisation, mais d'autre part, de mesurer et de sentir au fur et à mesure de la sensibilisation si elle se passe correctement, si le message est compris par les utilisateurs et éventuellement de tourner un petit peu, de, prendre un petit virage si nécessaire ou une légère correction de trajectoire pour garantir que la sensibilisation se passe bien. Puis après, vous avez les questionnaires d'enquête qu'on peut mettre en place pour les créations d'affichage sur est-ce que ce poster, aujourd'hui, vous le voyez combien de fois par jour? Est-ce que ça vous évoque des choses? Est-ce que vous l'avez vu dans le cadre d'un événement de sécurité ou d'un spam, ça a pu vous servir? Donc ça, c'est, on va dire, cette maîtrise sur la qualité de la prestation qui est réalisée. Et une autre chose qui est importante que je vous citais, c'est avoir une vision un petit peu sur la durée. C'est-à-dire, si vous faites les mêmes prestations tous les ans, sans changer de scénario, par exemple de mail qu'on va envoyer, sans se dire, tenez, plutôt que faire des posters, cette année, on va mettre un flyers un petit peu sympa, un petit peu rigolo, qui va parler d'un sujet en particulier, parce qu'on trouve que sur certains aspects de la sensibilisation, on devrait appuyer sur ce sujet-là. Ou alors, est-ce qu'il ne faut pas croiser les échantillons de sensibilisés et prendre sur une même population un groupe A et un groupe B et croiser les sessions de sensibilisation et de scénario? C'est important justement d'arriver à avoir cette stratégie, si vous voulez, sur la durée, pour que plutôt qu'avoir des éléments de retour à chaud un petit peu simples, de challenger un petit peu le modèle de sensibilisation et de voir les réactions au niveau des utilisateurs. Certes, vous allez faire plusieurs campagnes de phishing, vous allez avoir 50% de clics en moins sur un mail malveillant, sur un scénario différent. C'est très bien, mais ça ne suffit pas en soi. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision sur la durée et enrichir un petit peu cette approche. Au niveau des déclinaisons, au niveau financier, c'est un petit peu le nœud de la guerre. Qu'est-ce qui est structurant? D'abord, et forcément, le nombre de sensibilisés, le nombre de populations au sein de ces sensibilisés qu'il va falloir essayer de former. Comme je le disais tout à l'heure, où sont ma direction, où sont les architectes, où sont les mainteneurs, où est la compta, la finance et RH, et ainsi de suite. Bien identifier tout ça, et ça sera forcément structurant pour la prestation. Le mode opératoire, est-ce qu'on est vraiment dans de la communication? Est-ce qu'on est dans des sessions de sensibilisation ou réellement de la formation? Ça, c'est sûrement ce qui est le plus important. Et par rapport à cette approche budgétaire, s'il y a bien 2 conseils que je peux vous donner aujourd'hui, c'est commencer sur un échantillon. Quand on a 5000 utilisateurs, se dire qu'on va faire une grande campagne et qu'on n'a encore jamais tenté l'exercice, la plupart du temps, c'est comme déployer un SIEM à l'aveuglette. En général, ça ne se passe pas forcément comme on l'aurait souhaité. Ça peut bien se passer, ça ne se passe pas systématiquement, donc il vaut mieux commencer sur un petit périmètre, voir les retours des utilisateurs et ensuite amplifier le phénomène de la sensibilisation en adaptant systématiquement, encore une fois, puisque le gage d'une réussite, d'une bonne sensibilisation, la transformation de vos utilisateurs en cyber-héros, c'est la proximité et la compréhension de leurs enjeux au quotidien. Et ce qui peut être intéressant, c'est la réalisation en plusieurs vagues, c'est-à-dire réaliser une première vague sur une population, voir sa réaction, faire une session de sensibilisation. Ensuite, on commence à afficher des posters, par exemple, où on fait un petit jeu. On fait ensuite une deuxième vague sur des personnes de la même population, mais différentes. On voit comment ils réagissent, puisque forcément, il y a des échanges entre les utilisateurs au quotidien.
et on mesure un petit peu l'audience. Et en faisant ça, en faisant et cette ouverture progressive en termes de périmètre et ces réalisations par vague, on fait une approche en entonnoir. En fait, on va vraiment descendre vers une cible de sensibilisation qui est pertinente par les utilisateurs. Ça va permettre aussi de challenger le modèle. Bon, la sélection de sensibilisation, c'est sympa, mais c'est toujours un peu la même chose. Bah, ça, c'est important. Donc ça, c'est sûrement les 2 conseils les plus importants que je peux vous donner aujourd'hui, puisqu'ils ont un impact un peu structurant sur l'approche budgétaire quand on va ensuite contacter un prestataire pour réaliser ce genre de prestations, quoi. Je pense que j'ai fait le tour. Il nous reste un petit quart d'heure. Du coup, si vous avez je voulais vous remercier pour votre attention. Si vous avez des questions-réponses, je ne sais pas s'il y en a eu pendant que je parlais. Je suis tout oui. N'hésitez pas. Merci Franz. Effectivement, vous pouvez poser vos questions via le chat. Alors, vous avez un module chat ou un module questions-réponses. Voilà. N'hésitez pas, je regarde les deux. J'ai déjà reçu quelques questions, Franz, dans le chat, donc je vais démarrer. Alors, première question. Avez-vous des exemples concrets de situations chez vos clients pour lesquelles un manque de sensibilisation a donné lieu à un incident de sécurité? Alors, oui. Et ça, vous verrez que dans les grandes actualités, en tout cas celles qui sont médiatisées, il y a très souvent des petites anecdotes sympas qui filtrent, qui filtrent justement, qui permettent de voir qu'il y avait un sujet lié à la sensibilisation. Alors 2 exemples que j'ai en tête. Le premier, c'est un ancien DSI d'un CHU qui me raconte l'anecdote. Donc, vous avez un pseudo-technicien, en tout cas en apparence, qui rentre dans un bureau des médecins de garde et qui leur annonce que la DSI les a mandatés pour récupérer les 3 PC qui sont là, à côté de la paillasse, et donc sur lesquels il y a un certain nombre de données un peu importantes pour le CHU, puisqu'il n'y avait pas de salle sécurisée pour les serveurs, ainsi de suite. Et que du coup, il n'y aura pas de rupture sur le service, puisque tout est cloudifié, bon, il fait un discours, et qu'il l'emmène et qu'il revient dans 1 heure avec les bécanes de remplacement. Les médecins, pas de problème, monsieur, nous on n'y connaît rien, hein, vous savez, nous, l'informatique, la sécurité, c'est pas notre cœur de métier, hein. Faites, on peut même vous ouvrir la porte, il n'y a pas de problème. Bon, bah, le technicien n'est jamais revenu. Voilà. Et là, pour le coup, je ne vous donnerai pas le nom du CHU, mais c'est un fait avéré. Un autre exemple. Oui, pardon. On le voit très régulièrement dans les campagnes de phishing, puisque souvent on organise les campagnes de phishing sur plusieurs vagues et ensuite on peut faire du rejeu. Et en fait, le fait de faire l'exercice, de faire de la sensibilisation derrière, on voit les taux s'améliorer en termes de non-clic sur les menaces potentielles. Donc oui, enfin, c'est un des éléments qui nous permet de voir que la sensibilisation améliore les usages et donc réduit la surface d'attaque. Alors, justement, en parlant de sensibilisation, parce que là, vous avez un cas un peu gros, c'est un témoignage d'un responsable projet qu'on a rencontré. Il part une formation avec un nombre assez important finalement de personnes formées, donc des personnes potentiellement inconnues dans les services de différentes entreprises. Il rentre dimanche soir et il reçoit un mail qui porte le nom d'une personne qu'il a rencontrée le jour de la formation, une personne fort sympathique, qui lui annonce bonjour, le week-end était super sympa, j'étais heureux de te rencontrer, comme échangé, voici le document dont je t'avais parlé. Je te laisse me faire un retour. À bientôt, amitié, le nom de la personne. Et forcément, heureusement pour le chef de projet, ça fait tilt juste avant qu'il aille un petit peu trop loin. Concrètement, le PDF qui était dans le mail, non seulement n'était pas envoyé par la fameuse personne, mais en plus de ça, contenait un code malveillant. Voilà. Ils ont détonné, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé un outil qui permet de voir comment un fichier réagit dans un environnement qui simule un environnement d'entreprise. Et effectivement, c'est un fichier malveillant. Et donc, concrètement, c'est ce qu'on appelle du spear phishing, du phishing ciblé.
Et concrètement, ce qui lui a mis la puce à l'oreille, c'est justement, tiens, c'est bizarre, je reçois un mail de quelqu'un à qui je n'ai pas donné mon adresse email, étrange quand même, m'envoie un mail un dimanche soir, étrange, sur mon mail professionnel, il m'envoie une pièce jointe. Bon, il y a eu le temps de regarder ce qu'il y avait un petit peu dans les entêtes de mail, parce que si vous regardez simplement ce qui s'affiche par défaut dans les clients de messagerie les plus connus, vous ne voyez pas forcément toute l'adresse email, et je trouvais qu'il y avait un certain nombre d'espaces. Puis un petit peu plus loin, il y avait un nom de domaine vraiment bizarre. Donc voilà, donc juste après l'arrobase. Donc voilà, juste à bien garder en tête. On se rend vraiment compte aujourd'hui que les attaquants, plutôt que payer, si vous voulez, des groupes d'attaquants qui vont pour plusieurs, parfois centaines de milliers ou millions d'euros, devoir créer des mails ou des attaques un peu ciblées, des infrastructures qui sont déjà assez protégées et sur lesquelles il y a beaucoup d'argent qui est investi, on va cibler les utilisateurs. Très bien, merci Franz. On va passer à la question suivante. Est-ce qu'un DSI ou un RSSI a un intérêt à être présent pendant les sessions de sensibilisation? Alors, ça, je peux bien vous en parler puisque je sors d'une session de sensibilisation que j'ai fait pour un de nos clients où justement le RSSI était présent. Alors oui, pour, on va dire, plusieurs bonnes raisons. La première, c'est que le RSSI, c'est un sensibilisé potentiel, donc un cyber-héros. Ce qui veut donc dire que potentiellement, dans les sessions de sensibilisation, c'est des sessions pour les dirigeants, mais également pour les responsables liés à la sécurité. Donc c'est un acteur, donc il faut qu'il soit sensibilisé parce qu'il peut être aussi l'attaque au même titre que n'importe quel utilisateur, et voire même plus d'attaques qui visent les faiblesses humaines. Premier point. Deuxième chose qui est très important, c'est que dans les cas quand on forme des utilisateurs, surtout des utilisateurs qui ne sont pas nécessairement concernés, parfois dans les très grosses structures, une personne comme un RSSI qui, lui, connaît le périmètre, si vous voulez, de métier, plus que vous, qui êtes un prestataire lambda, il va pouvoir illustrer les propos que vous avez, même si une session de sensibilisation, il y a des workshops qui sont créés en amont pour justement adapter le discours. C'est encore plus vrai par oral au moment du déroulement de la sensibilisation. Il va y avoir des remarques qui vont être faites, des anecdotes que vous ne connaissez pas sur l'entreprise qui sont assez récentes, qu'on n'a pas forcément évoqué en workshop, qui vont créer un mouvement d'adhésion, on va dire, des sensibilisés au discours que vous allez avoir. Ça, c'est important. Et le dernier point qui est en somme toute assez important, c'est en fait finalement que le RSSI, ça lui permet aussi d'asseoir un petit peu sa position en tant que référent de la sécurité vis-à-vis des sensibilisés. C'est comme vous le savez, quand on a un doute, parfois il faut contacter l'adresse email telle adresse en cas d'événement de sécurité. Lorsque je trouve une clé que je ne connais pas sur mon lieu de travail, je n'y touche pas, je la dépose. À qui je la dépose? C'est qui monsieur le RSSI dans l'organisation? Et ça crée forcément, ça permet d'asseoir un petit peu la position du RSSI, quoi. Donc c'est forcément très intéressant pour le RSSI lorsqu'on fait ce genre d'exercice. Ouais. Ok, merci Franz. Alors, j'ai pas mal de questions. Je vais vous donner une autre question. Quel est le facteur clé de réussite d'une sensibilisation? Alors, sûrement le premier point que je vous ai cité, c'est un petit peu le même débat que pour des parents vis-à-vis de leurs enfants, que de professeurs vis-à-vis de leurs élèves. Et sensibiliser, c'est le même combat. Ce que je vous disais tout à l'heure, plus on se met au niveau des personnes qu'on sensibilise, plus ils se sentent concernés, plus ils se sentent impliqués. On n'a pas forcément suffisamment parlé, mais quand on les présente comme des cyber-héros et qu'on les responsabilise par rapport à un certain nombre d'actions, forcément, nécessairement, on les implique dans la démarche. Ils savent qu'ils ont un rôle à jouer et nécessairement, c'est le premier facteur clé de réussite d'une sensibilisation. Si un sensibilisé, vous allez lui parler du virus Stuxnet et qu'on parle d'une collectivité, il va vous regarder, il va vous dire « Ah ah, c'était pour
centrales nucléaires iraniennes, ce truc-là, en quoi ça nous concerne, nous, tous les jours? Moi, ça m'apporte rien. Ça va vous faire un petit effet waouh, ça va faire rigoler certains dans la salle. 5 minutes après, vous perdez la moitié de l'audience. Hein. Donc, il faut vraiment faire cet effort. C'est sûrement les connaissances en cybersécurité. On a un tel niveau d'exposition médiatique sur les menaces aujourd'hui et sur les articles qui sortent et ainsi de suite que c'est facile, si vous voulez, d'arriver à aujourd'hui à essayer de concaténer l'ensemble de ces informations et créer de la sensibilisation. La sensibilisation, c'est pas que une information lambda qu'on donne, c'est toute la démarche derrière d'adhésion qu'il faut créer. Très bien, merci Franz. Alors, je vois que l'heure tourne, on est un petit peu débordé. Je vais poser une dernière question et après on répondra à vos autres questions par mail. Quels sont vos 3 principaux critères d'analyse des utilisateurs présentant des risques pour adapter votre démarche de sensibilisation formation? D'accord. Alors, première chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comprendre déjà au quotidien quelle est leur place dans la société et à quel métier ils sont rattachés. Ça, c'est le premier point. Si en fonction du périmètre qui sont potentiellement impactés et impactables de par leur usage en tant qu'utilisateur, ça me permet déjà du coup de savoir s'ils sont on va dire, s'ils sont prioritaires entre guillemets dans la sensibilisation et sur quel point il faut insister. Deuxième point, c'est effectivement lors des échanges effectivement avec les personnes ou alors avec le management, c'est identifier le niveau d'adhérence au niveau de la SSI. Alors, faut juste, je relis la question en parallèle pour bien adapter ma réponse, mais voilà. Effectivement, la deuxième chose, effectivement, c'est le niveau d'adhésion à la SSI, parce que un utilisateur qui est présent au niveau des risques, un utilisateur qui est associé à un risque potentiellement important sur lequel il y a un enjeu de sensibilisation, vous pouvez avoir, on le rencontre assez souvent, soit effectivement une problématique politique ou d'adhérence à la SSI qui potentiellement peut compliquer fortement l'exercice de sensibilisation. Ça serait sûrement mon deuxième critère, c'est-à-dire bien cerner en quoi ils sont critiques et comment ils sont critiques. 2, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui il y a déjà une adhérence ou pas? Et je pense que oui. Après, il y a les autres critères effectivement dont on avait déjà parlé, mais je pense que c'est les 2 principaux critères sur lesquels il faut pousser la réflexion pour derrière adapter la stratégie de sensibilisation sur ces utilisateurs critiques, quoi. Après, on peut parler effectivement au-delà de l'adhérence des processus qui sont déjà en place ou autres par rapport aux sensibilisés. Ça, évidemment, c'est la base de la base. Mais je pense que c'est sûrement les 2 principaux, quoi. Si vous avez ciblé d'une part en quoi les métiers, qu'est-ce qui rend en fait la sensibilisation importante par rapport à ces utilisateurs au niveau critique, par rapport à leur métier, et 2, au niveau de leur adhérence aujourd'hui à la SSI, vous éliminez déjà, on va dire, vous triez correctement déjà un certain nombre de populations et vous pouvez déjà adapter votre plan de sensibilisation, quoi. Après, si la question est vraiment tournée sur l'analyse des utilisateurs, en fait, les principaux risques, ça va être la non-connaissance des menaces et la non-connaissance des enjeux liés au métier et à la sécurité associée. Donc, dans le cadre des campagnes, il n'y a pas de moyens magiques pour détecter qu'un utilisateur est plus sensible ou pas à ça, mais par contre, dans le cadre des campagnes de sensibilisation, on peut tout à fait faire des questionnaires, enfin on le fait en général, des questionnaires à la fin qui nous permettent de voir si les gens ont bien appréhendé les sujets et
comme on l'a évoqué à l'une des questions, le fait qu'il y ait un DSI ou un RSSI présent lors de la sensibilisation permet de contextualiser le sujet et de justement mieux appréhender le fait que les gens aient bien, enfin, bien entendu et bien intégré les messages. Bon, super, merci à tous les deux. Je vous propose de clôturer ce webinaire qui était très intéressant. Merci à tous les participants de nous avoir rejoints ce matin. Vous allez recevoir le replay d'ici quelques jours. Et puis, bien évidemment, nous restons à votre disposition voilà, si vous voulez avancer sur les sujets autour de la cybersécurité ou autour de la sensibilisation des collaborateurs. Merci Franz, merci Clément. Merci à vous. Merci à tout le monde. Et puis une bonne journée à tout le monde. Et bonne journée. Bonne journée, au revoir.